déplacer du centre vers la périphérie. L'un des principaux défis pour cette métropole dans les décennies à venir sera de briser ces barrières. Et c'est l'un des objectifs du projet du Grand Paris. L'idée est simplement d'avoir une meilleure coordination entre Paris et les villes qui l'entourent, de pouvoir se déplacer plus vite d'une ville à l'autre et de bénéficier de la même qualité de vie. On ne veut pas avoir d'un côté un centre de Paris avec de beaux immeubles où on pourrait aller où on veut, et de l'autre une banlieue qui n'aurait pas la même qualité de vie. Historiquement, Paris est administré par une seule entité politique, mais les banlieues sont dirigées par plus de 1000. Cette situation a souvent débouché sur une mauvaise coordination et communication entre Paris et les villes voisines. C'est à ce problème que le projet du Grand Paris tente de remédier. Paris, a city that's changing faster and more profoundly than any other European capital. Since 1962, over 250,000 people have moved out of central Paris in search of peace and quiet. Paris est constitué de petits villages. Elle compte 20 arrondissements. Une identité plus large, qui ne se limite pas à la ville intramuros. C'est un grand défi. Nous devons transformer notre identité collective et l'élargir pour qu'il n'y ait plus cet énorme fossé entre Paris et sa banlieue. Nous tenons vraiment à ce que les gens visitent les lieux situés à l'extérieur de la capitale. Il y a des endroits historiques exceptionnels que personne ne visite parce qu'ils se trouvent en dehors de Paris. Tous les habitants, même les gens qui vivent à 10 km de Paris, devraient pouvoir se sentir parisiens. Pour réduire les disparités entre la ville et sa banlieue, beaucoup d'habitants pensent périphérique. It may have lightened central Paris traffic, but it's also loud, smelly, and a barrier between the capital and the suburbs. C'est une sorte de mur symbolique. Personne n'aurait envie de faire une promenade sur le boulevard périphérique. Il y a une véritable barrière entre le centre-ville relativement privilégié et une périphérie qui l'est beaucoup moins. Le boulevard périphérique est l'une des voies de communication les plus embouteillées d'Europe. Cette voie circulaire de 35 km est empruntée par plus d'1 million de véhicules chaque jour. Le périphérique fait tout le tour de Paris. Il a la particularité d'être très proche du centre-ville par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Et il crée beaucoup de pollution. Il constitue une énorme barrière physique et psychologique entre Paris et les banlieues autour. Il faut donc le transformer pour en faire une sorte d'avenue où on pourrait avoir davantage d'arbres et peut-être moins d'asphalte. On pourrait créer davantage... Le point de désaccord est de savoir si la transformation du périphérique modifiera l'identité de Paris. Even in the congested streets of the capital, the private automobile is first choice as a means of transport. There was, of course, a price to be paid: noise, dirt, and an overall increase in urban blight. On utilise l'argent du contribuable pour que des gens planchent sur cette question. Mais à mon avis, il est peu probable que ça se produise, du moins pas de mon vivant. Paris restera limité à ses 20 arrondissements pendant encore longtemps. Pour que le projet du Grand Paris puisse réellement ouvrir les portes de la capitale, il faut repenser entièrement le réseau des transports, et pas uniquement le périphérique. Although the city is losing more and more of its population to the suburbs, the vast majority of jobs remain in town, and that means a twice-daily rush hour of enormous proportions. À une époque, comme beaucoup d'autres villes dans le monde, Paris a privilégié la voiture.
Ça explique pourquoi on a construit une voie de circulation près de la Seine et qu'on s'est retrouvé avec toutes ces autoroutes en banlieue. En matière d'urbanisme, il est aujourd'hui admis que les villes ne devraient pas être conçues autour de la voiture. Mais on a construit ces infrastructures, alors c'est très difficile de revenir en arrière. On ne peut pas les changer en un jour ou en une année. L'autre difficulté vient du fait que ça bouleverserait les habitudes des gens. À une époque, dans les pays d'Europe occidentale, la voiture individuelle était considérée comme un symbole de liberté et d'indépendance. C'est pourquoi, dans les années 60 en région parisienne, les investissements dans les transports publics ont été très faibles et le nombre de voitures a augmenté. Les bouchons et les parcs-mètres ont eu un effet dissuasif. Mais ce qui a le plus incité les gens à ne pas rouler dans Paris, ce sont les améliorations du métro au début des années 70. It runs from the Place de la Nation in Paris, this brand new Metro Express. JetSet certainly expresses the quality of travel on the new Metro. Trains cover this first 20-kilometer section at an average of over 60 miles an hour. La première ligne de métro date de 1900. Paris a développé un réseau métropolitain très dense, très performant, avec des distances très proches entre chaque station, environ 600 mètres. Aujourd'hui, le métro compte 219 km de ligne, dessert plus de 300 stations et il est emprunté par 1,8 milliard d'usagers par an. Le problème, c'est que ce réseau est presque entièrement concentré à l'intérieur de Paris. La plupart des gens qui habitent la banlieue n'ont pas directement accès au métro. Cette situation accroît l'inégalité entre Paris et sa banlieue. Si vous voulez aller d'une banlieue à une autre, même si ce n'est pas très loin, il faut souvent vous rendre à Paris puis repartir dans l'autre sens. C'est une grande perte de temps. Le Grand Paris Express va remédier à ce problème, mais il ne sera pas opérationnel avant 2030. Le réseau actuel s'étend sur plus de 200 km et il va être doublé. Il va transformer la vie de millions de personnes qui vivent en banlieue. C'est le plus vaste projet européen de transport. C'est un projet colossal. Ce projet prévoit la construction de 200 km de nouvelles lignes et l'ouverture de 68 stations. Le montant estimé des investissements s'élève à 35,6 milliards d'euros. Construire des métros, c'est bien, mais il faut aussi améliorer la qualité de la vie dans tous les domaines. Il est donc essentiel de créer des parcs, des pistes cyclables partout, et pas seulement dans le centre de la capitale. L'autopartage est également très important parce que si tout le monde le pratiquait, il y aurait 3 fois moins de voitures. Ça fait aussi partie des solutions. On doit tout faire pour adapter nos villes au changement climatique et aux nouveaux défis écologiques qui s'annoncent, tout en conservant notre identité. Elles devront être moins exposées à la chaleur, être des endroits plus frais et mieux adaptés. Que ce soit nos immeubles ou nos rues, elles devront répondre aux défis écologiques avec plus de parcs et d'arbres. Il faut privilégier davantage le vélo. Il faut être plus écolo et prendre plus en compte l'aspect social. Et tous ces changements peuvent être mis en place très rapidement, si les bonnes personnes prennent les bonnes décisions. Paris doit évoluer avec son temps. Plus il y a d'habitants dans une ville bien conçue, plus la concentration est importante et moins il y a d'émissions de gaz à effet de serre par tête. Quand on vit à la campagne, on doit parcourir 20 km en voiture pour acheter une baguette. Quand on vit à Paris, on marche 100 mètres. Quelle est la meilleure solution pour répondre au réchauffement global? Il est évident que ce n'est pas de vivre à la campagne. Les villes mondiales sont en fait la solution d'avant-garde au changement climatique, plus que le problème. De nos jours, limiter l'impact du
La menace du terrorisme est devenue une autre préoccupation importante. Le 11 septembre à New York, le 3 juin à Londres, l'assassinat d'une grande partie des membres du deadliest attack on French soil since World War II. The attacks killed 129 people and left hundreds injured. And later in the using its security forces to protect a nation on edge. the jihadis tend to go for big Les djihadistes So they can do this again and again and again. We'll be here. We will never give up. when explaining why they had gunned down more than Ils ont justifié l'assassinat de plus de 130 personnes en disant que des centaines d'adorateurs s'étaient rassemblés pour se vautrer dans la perversion. Et leur vision de Paris était extraordinairement juste, d'une certaine façon. C'est effectivement un endroit où les gens se réunissent pour s'amuser en toute liberté, pour vivre en toute liberté. C'est ce qu'ils ont attaqué et c'est ce qu'ils ont voulu détruire. The best way to fight against these people sa sécurité en courant le risque de déclencher des divisions religieuses et de nuire à son attractivité. Une enceinte en verre à l'épreuve des balles de 34 millions d'euros est installée autour de la Tour Eiffel. Globalement, tout est devenu plus compliqué en ce qui concerne la circulation, le stationnement, la sécurité et les regroupements. Le côté unique de Paris, son caractère exceptionnel, l'idée que cette ville soit l'endroit le plus agréable du monde. We certainly had questions of security, of wondering what was going to be happening, what happened in London, what happened in Paris, what has happened all over the world. vice proffers to virtue. Et c'est le pouvoir de Paris. La culture et le patrimoine. Ça représente un grand défi pour nous. On cherche à préserver la diversité dans cette ville. C'est grâce à la diversité qu'une ville fonctionne bien. Il y a cette idée qu'il faut préserver l'image du Paris du 19e siècle. Mais il faut se demander quelle place Paris peut offrir à la jeune génération. Et comment exister? Quel lendemain nous réserve la bouillonnante capitale allemande? L'avenir des grandes métropoles, Berlin, dans un instant. De sa vie. Vertigineuse. Je crois que je hurlerai tout autant de joie que de trouille. Incandescente. On perd très vite ses repères. Il fait quasiment nuit à cause des... Samedi, à 20h45 sur Science et Vie TV. Aminoacides combinant l'efficacité des micelles à la douceur des acides aminés. Sans frotter, elle élimine toute trace de maquillage. Nouvelle eau micellaire par Nivea. Les métropoles sont le laboratoire des innovations technologiques et sociales. En 2050, 68% de la population mondiale vivra dans des métropoles qui sont déjà surpeuplées ou déménageront dans de nouvelles villes qu'il reste à bâtir.
Nous sommes confrontés à une très forte croissance de la population mondiale et à des flux migratoires de plus en plus importants. D'après les estimations, Berlin devra construire 200 000 logements d'ici 2030. Il est donc urgent de trouver les aménagements les mieux adaptés pour rendre les villes plus durables et agréables à vivre. La grande difficulté pour une métropole, c'est de combiner trois choses: la puissance économique, la cohésion sociale et le développement durable. Les citadins sont de plus en plus nombreux et il nous reste beaucoup à apprendre du présent et du passé. Toutes les idées méritent d'être étudiées pour construire les plus belles métropoles du monde. Berlin est vraiment une ville attachante. Les gens viennent à Berlin parce que sa vie nocturne est géniale. L'ambiance est décontractée. On peut boire de la bière dans la rue ou s'allonger nu dans un parc. Tout le monde veut voir le mur. Tout le monde veut voir cette ville dynamique dans laquelle l'histoire est présente partout. Chaque arrondissement de Berlin est comme une petite ville. Et comme elle se transforme en permanence, il y a toujours plein de choses à découvrir. Le plus important pour les Berlinois, c'est ce sentiment de liberté. Ça s'explique par la chute du mur et des deux dictatures qui nous ont totalement privés de liberté. Aujourd'hui, Berlin savoure chaque jour qui passe. Peu de gens diraient que c'est une jolie ville, mais elle est très attractive. On ne se croirait pas en Allemagne. Elle ressemble plus à une métropole comme New York et sa diversité incroyable. Elle est redevenue la capitale de l'Allemagne, l'endroit où il faut être. Voici Berlin, la capitale de la jeunesse branchée. C'est une ville dynamique qui déborde de possibilités, un épicentre pour les start-up et les artistes désireux de conquérir le monde. Cette ville est à la cote en ce moment. Tout le monde veut venir ici. Elle est au centre des plus grandes voies navigables interconnectées de l'Europe. D'ici, on peut rejoindre la Baltique, la mer du Nord et même la Méditerranée. Et c'est aussi une ville très verte. Les environs sont très jolis. Il y a cette vie urbaine d'un côté, mais il y a aussi des espaces de loisirs, des lieux touristiques, des rivières, des forêts et des zones rurales. C'est une ville très attractive grâce à ses boîtes de nuit, sa scène musicale et sa culture. C'est pour ça qu'il y a autant de start-up. Les gens veulent venir travailler et vivre ici parce qu'ils y trouvent tout ce qu'ils recherchent. À cause de la séparation puis de la chute du mur, le réaménagement de Berlin a pris du retard. Mais aujourd'hui, la ville est en plein renouveau. Berlin a bien l'intention de rattraper le temps perdu. Elle accueille 16% des startups allemandes qui emploient près de 78 000 personnes. Et ce chiffre ne peut qu'augmenter. On estime qu'une nouvelle société naît dans la Silicon Alley de Berlin toutes les 20 minutes. Les habitants du reste de l'Allemagne, et même les étrangers, considèrent Berlin comme un carrefour de la créativité, de la diversité et des startups. Berlin est un bon choix pour les investisseurs privés et en capital risque, et pour le financement public aussi. Le meilleur atout de Berlin, c'est le coût de la vie dans cette métropole. Malgré son statut de capitale, il est moins élevé qu'à Hambourg ou Munich, et environ 45% plus faible que dans des villes comme New York. On a la vie nocturne de New York au prix d'une ville de province. C'est la porte de l'Est quand on vient de l'Ouest et la porte de l'Ouest quand on vient de l'Est. Elle est donc au cœur de l'Europe et c'est ce qui fait sa force. D'ici, on peut aller n'importe où. La popularité de Berlin fera inévitablement grimper le coût du logement. Mais à l'heure actuelle, l'éducation et les transports publics pour les étudiants sont généralement gratuits. C'est fantastique. Ça donne très envie de venir étudier à Berlin. Comme l'a si bien dit David Bowie, c'est aussi la ville la plus déjantée qu'on puisse imaginer. C'est un lieu où tout et n'importe quoi est possible et où l'optimisme marche à forte dose de caféine.
Berlin est devenu très international. Dans les cafés et les restaurants, on entend à peine parler allemand. Tout le monde parle anglais. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup d'habitants regrettent que leur langue natale soit presque devenue secondaire dans cette métropole de plus en plus mondialisée. Le coût de la vie, qui est très faible, et l'esprit créatif ont attiré énormément de jeunes diplômés venant de toute l'Europe. L'immigration enrichit toujours une société. Elle transforme et améliore parce qu'elle apporte de nouvelles influences. Berlin compte plus de 3,5 millions d'habitants, dont un tiers est né à l'étranger. Elle accueille aussi la plus grande communauté turque vivant en dehors de son pays d'origine. Après la chute du mur, les artistes ont commencé à occuper tous ces bâtiments qui étaient restés vides. La culture, qu'il s'agisse de street art ou de musique, peut s'exprimer ici en toute liberté. Que vous soyez gay ou totalement excentrique, vous vous sentirez toujours libre ici. À Berlin, la liberté est présente à chaque coin de rue. Bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas. Notre histoire a près de 800 ans. Mais ces 12 années devraient s'intéresser à son histoire. Parce qu'on n'a jamais voté pour les nazis. Le parti nazi n'a jamais reçu un fort soutien à Berlin. C'est pour ça qu'on est toujours étonné d'être associé à cette période de l'histoire. When a city attains the age of 700, it's entitled to have a fling, even Berlin. So Berlin has a week of celebration, one feature being the grand historical parade through the city. Berlin a vu le jour au XIIIe siècle. La ville a été bâtie dans une vallée glaciaire. Il y avait des petites collines de chaque côté, avec une sorte de marécage au milieu et la rivière Spree. C'est à l'endroit où elle est le moins large que Berlin a été construite. Pendant 500 ans, une dynastie locale a construit un État de plus en plus grand. En 1700, Berlin est devenue la capitale de l'État de Prusse, qui a été créé pour cette occasion. Berlin a connu son apogée quand l'Allemagne est devenue un État-nation en 1871. Elle est devenue la capitale de toute l'Allemagne. Sa population a connu une croissance exponentielle. De 835 000 habitants, elle est passée à 2 millions au début de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, 2 générations d'architectes et d'urbanistes ont été du même avis. Ils ont estimé qu'il fallait raser tout l'héritage du 19e siècle. C'était un siècle d'exploit industriel, mais il avait aussi été marqué par l'expropriation de la classe ouvrière et l'injustice sociale. Un pays relativement riche comme l'Allemagne avait les moyens et les ressources de transformer la ville. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand devient une république et l'Assemblée nationale s'établit à Weimar. Two famous German public figures, General von Hindenburg and statesman Fritz Hebert, tried to pick up the pieces of the political explosion. Hebert was elected president of the brand new Weimar Republic, and until his death in 1925 was faced with an economic chaos the likes of which the world has never seen equal. C'est une période difficile pour le pays, économiquement et politiquement. Mais sur le plan intellectuel et créatif, Berlin s'épanouit. La capitale développe une culture de l'hédonisme qui lui vaudra cette réputation de ville sulfureuse. On la surnommera la Babylone des années 20.
Aucune ville au monde n'a connu une histoire aussi mouvementée que Berlin. Il y a eu la Prusse impériale, l'Allemagne d'avant-guerre, la République de Weimar, la période nazie et la séparation de la ville. En Italie, il y a la Rome antique et le Vatican. En France, la Renaissance. À Berlin, on a tout. Tous ces bouleversements politiques ont perturbé le développement urbain et la vie quotidienne des Berlinois. Les infrastructures essentielles au transport public et privé ont survécu à toutes les tempêtes de l'histoire de Berlin. Il constitue aujourd'hui l'un des réseaux les plus fiables et les plus performants du monde. Cela comprend entre autres un réseau express urbain de 480 km, un réseau routier principal et secondaire de 5163 km, environ 1700 ponts, et plus de canaux et de voies navigables qu'Amsterdam, Stockholm et Venise réunis. C'est très diversifié. Il y a les tramways, les bus et les ferries. S'ajoute à ça le métro et le réseau express urbain. On a bien entendu des heures de pointe le matin, mais ce n'est rien comparé à d'autres métropoles. Les New-Yorkais qui viennent ici et utilisent les transports publics disent à chaque fois que c'est le paradis. Berlin, the home of sauerkraut and Knackwurst, as it looked during a rush hour in 1908. Au milieu du 19e siècle, les ouvriers se rendaient à l'usine à pied pour aller travailler. Mais quand la ville s'est étendue, il est devenu impossible de marcher 1 ou 2 heures pour aller travailler et pareil pour revenir. C'était un problème majeur. Le réseau ferré s'est développé au milieu du 19e siècle et ça a été très rapide ici. Le premier raccordement a eu lieu en 1838 de Berlin à Potsdam, une localité limitrophe. Un peu plus tard, le tramway a été électrifié. Ça a été une grande première mondiale qui a eu lieu dans notre capitale en 1896. En quelques années, toutes les lignes de tramway ont été électrifiées. Le U-Bahn, le métro de la ville, a été mis en service en 1902. Ça a été le moyen de transport le plus utilisé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a 9 lignes en service, à 80% souterraines, qui desservent 173 stations. Elles sont empruntées chaque jour par plus d'1,5 million d'usagers. Le U-Bahn a continué à circuler même après la construction du mur et la fermeture des stations de l'Est. Il est synchronisé avec le S-Bahn, l'équivalent de notre RER. Celui-ci transporte les passagers de et vers la périphérie de la ville, y compris l'aéroport de Berlin-Schönefeld. Il prévoit de rendre les transports en commun totalement gratuits, et c'est formidable. Ça n'existe que dans un seul pays au monde, le Luxembourg. Si vous avez un système de protection sociale efficace, une structure sociale solide et de bonnes infrastructures, les gens viennent. Voilà pourquoi autant de gens s'installent à Berlin. Et la ville va continuer sur sa lancée. Elle va rester attractive, ça ne fait aucun doute. Les locomotives utilisées par le S-Bahn et produites à Berlin sont entretenues par la Deutsche Bahn. C'est l'une des compagnies ferroviaires les plus performantes et les plus innovantes du monde. La ville abrite également une industrie automobile possédant une excellente réputation internationale, ainsi qu'un impressionnant réseau autoroutier. Nights in the city, lights all over the place. Yet it's often difficult to see and be seen. West Berlin's traffic police have devised a way of illuminating this problem for policemen and pedestrians who have to face the hazards of this city traffic. La première autoroute du monde a été construite à Berlin en 1913. Cette chaussée expérimentale, l'autobahn, a été utilisée à l'origine pour les sports automobiles. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a vu l'intérêt de ce réseau routier à grande vitesse. Et même si peu d'Allemands possédaient un véhicule à l'époque, il a décidé de la construction d'un ensemble de liaisons autoroutières. Hitler voulait que les autoroutes voient défiler en grand nombre les voitures du peuple, la célèbre Volkswagen dessinée par Ferdinand Porsche. Il semblait d'ailleurs avoir gagné son pari avec des précommandes dépassant les 336 000 unités.
Mais la vision du dictateur ne se limitait pas à l'extension du réseau autoroutier et à la production de Volkswagen. Il voulait entièrement réinventer Berlin. Il voulait en faire la capitale de sa grande Allemagne, un immense empire à la tête de l'Europe. Avec son architecte Albert Speer, il a imaginé Germania, une métropole pleine d'immeubles démesurés et abritant un arc de triomphe immense inspiré de celui de Paris. C'est un projet de mégalomane qui a germé dans son esprit. La construction d'un énorme arc de triomphe n'avait aucun sens. Les nazis ont construit Tempelhof, le gigantesque aéroport et principal point d'accès de Germania en 1936. Il est considéré comme le troisième plus grand bâtiment du monde et c'est incontestablement le plus vaste jamais construit par le régime nazi. À la fin des années 30, c'était le plus grand aéroport du monde. Il voulait couper la ville en deux, avec cette immense voie allant d'est en ouest. Il voulait aussi transformer les Berlinois à travers l'architecture. C'était une architecture monumentale et froide. Il voulait nazifier la ville. Pour Hitler, Berlin était le cauchemar absolu. Il y avait trop de juifs, trop de communistes et trop de capitalistes dans cette ville. Trop intellectuel et trop gauchiste, tout ce que les nazis détestaient. Leur objectif était de détruire la ville. « 67 607 tonnes de bombes sont déversées sur Berlin durant la guerre. 600 000 appartements et de nombreux bâtiments publics majeurs sont détruits. Pour chaque homme, femme et enfant de cette ville, on compte 30 mètres cubes de gravats. Même dans mon enfance, il y avait des ruines. Berlin as a city was no more. Au centre, la ville était presque entièrement détruite et elle était partagée en 4 zones d'occupation. It was agreed between the victorious powers that the German capital should be divided into zones for the purpose of occupation by Britain, America, France and Russia. Le monde communiste et le monde libre se côtoyaient. Il n'y avait pas de frontière entre les deux. Les gens gagnaient de l'argent à l'ouest et vivaient très modestement à l'est. Il y avait aussi plusieurs devises. C'était encore une ville ouverte. La reconstruction de Berlin tenait presque du miracle, en particulier à cause des différents secteurs d'occupation. En 1948, 3 ans après la fin de la guerre, on a assisté à une véritable fracture entre le secteur soviétique et les secteurs occidentaux. These border zone streets are no ordinary streets. They are harbingers of mistrust and suspicion. Ça a commencé avec le blocus de Berlin-Ouest. The Soviets cut the road and rail links to the city, isolating 2.25 million people. À partir de là, tout a brutalement changé. Armed units of the East German police have been progressively sealing off their sector, ostensibly to halt the continuing flow of refugees to the west. Measures which, in the Western view, violate the four-power status of the city. Berlin avait déjà 2 monnaies, 2 maires, 2 systèmes politiques et 2 modes de vie différents. Les tensions se sont accentuées entre les 2 camps et l'écart s'est creusé. The course of history did not run smoothly for the communists after that. Riots erupting in East Berlin showed the extent of the people's dissatisfaction with their life under Red rule. Pendant les années 50, il y a eu un grand boom économique. Ils ont commencé à reconstruire en masse.
Il y avait une certaine forme de compétition entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'était à celui qui construirait la plus belle partie de la ville. La plupart des architectes étaient des modernistes influencés par le Bauhaus. Et Hans Scharoun a été un personnage clé. C'est lui qui a été chargé de reconstruire Berlin. Il voulait une architecture moderne partout. Il voulait moderniser la ville et se rapprocher en quelque sorte de l'idéal socialiste. Un logement confortable pour la classe moyenne et les faibles revenus. Mais ils ont refusé. Les autorités ont dit qu'elles voulaient des palais pour les travailleurs. Et elles ont construit la Stalinallee dans un style néoclassique. Ils ont construit la Karl-Marx-Allee, une immense artère destinée au défilé communiste. Le style architectural a été influencé par le style soviétique parce que c'était le style en vigueur dans l'Europe de l'Est. Le gouvernement est-allemand a voulu créer une société dans laquelle les gens étaient plus ou moins identiques. Tout le monde avait quasiment le même appartement. Les salles de bain et leurs dimensions étaient identiques. Le lavabo était là, la baignoire là, les toilettes là-bas. C'était pareil partout. C'était la même idée. Trouver une façon moderne de loger les gens. West Berlin, however, existing as an island of freedom in a communist sea, it continues the great task of its rebuilding. Les urbanistes de Berlin-Ouest optent pour une approche internationale. Ils invitent des architectes étrangers qui apportent leurs idées sur la ville de demain. Cela commence par le quartier de Hansa-Viertel. Ils ont invité des architectes très célèbres du monde entier parce qu'ils voulaient inventer une nouvelle manière de vivre, un nouveau mode de vie démocratique et libre. Ils ont eu recours au tout dernier concept en matière d'architecture. On retrouve ces constructions en béton entourées de verdure typiques des années 50. C'était sensationnel pour l'époque. Les fabricants allemands exposaient leurs nouveaux meubles et appareils électroniques. La ville de Berlin l'a financé, et quand une ville finance un programme, on ne parle pas de haut de gamme, mais de logements sociaux. Hansa-Viertel est vite devenu un ghetto pour bas revenus où personne ne voulait vivre. C'était devenu l'un des pires quartiers de Berlin-Ouest. Ça n'a pas beaucoup changé. Il est protégé et c'est très bien d'un point de vue architectural. Mais aujourd'hui, paradoxalement, l'architecture de l'Est, ce vieux style stalinien, est nettement plus agréable que les immeubles modernes. La séparation des deux Allemagnes continue d'avoir un impact sur cette ville coupée en deux. Berlin has been described as a barometer of East-West relations. Any rise in international tension would be felt here first. That's why the alarm bells began ringing furiously in Western capitals. Berlin seemed to be heading for its worst post-war crisis. En 1961, l'Allemagne de l'Est a décidé d'ériger un mur. Il fallait empêcher les habitants de la RDA et de Berlin-Est de fuir vers Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. It was an act of brutal desperation unparalleled in modern history. Les gens ont cru que c'était temporaire. C'est comme Berlin, ça change tout le temps, mais ce n'était pas le cas. Berlin a été totalement coupé en deux. Entre 1949 et 1961, plus de 2,5 millions d'Allemands de l'Est, sur une population totale de 17 millions d'habitants, ont fui vers l'Ouest prospère. Once again, the world saw the passion with which men will defy tyranny in an effort to escape their police state, even across the barriers of stone and barbed wire. Parmi eux, il y avait beaucoup de personnes qualifiées et ces départs ont été catastrophiques pour la RDA. Au début, le mur, c'était de simples fils barbelés. C'était complètement improvisé. Puis, ils ont été remplacés par un mur en béton. Il y avait deux murs. Il y avait le mur intérieur avec le No Man's Land, la zone interdite avec ses barrières anti-chars et ses clôtures électrifiées. Et puis, il y avait le mur de Berlin. Il n'était pas très haut, mais il encerclait Berlin-Ouest. Quelle ironie! Le monde libre était comme encerclé par une fortification. Avec ses 167 km de long et 4 mètres de haut, cette barrière en béton comprenait 302 miradors installés à intervalles réguliers. East Berlin and all of East Germany is now imprisoned behind the wall which cuts through the heart of the city.
Elle a coupé la ville en deux durant plus de 28 ans. Il suffisait de faire 1 kilomètre pour se retrouver dans un autre monde, le monde communiste ou bien le monde capitaliste. West Berlin is completely surrounded by the wall, cut off like an island deep inside East Germany. Avant d'aller pour la première fois dans l'ex-Berlin-Est, j'ai toujours imaginé l'Est en noir et blanc et l'Ouest en couleur. Et curieusement, c'était plutôt vrai. Quand j'étais jeune, à Berlin-Est, il y avait une scène alternative. Les autorités est-allemandes avaient accepté de céder un peu de liberté. Il y avait une scène underground très active avec le mouvement punk. Mais on se rendait compte qu'on n'avait aucune perspective. On se disait qu'à 20 ans, on serait à l'apogée de notre vie et on passerait le restant de nos jours à boire. Sur nos cartes, il y avait Berlin-Est. Berlin-Ouest était un espace vide. Aucune rue n'était indiquée. On ne voyait jamais l'autre côté. Je n'avais jamais vu l'Ouest et je n'imaginais même pas le voir un jour. Pour moi, c'était un monde qui n'existait pas. These were the symbolic images that signaled a change in world order. Mauer Weg, they chanted, down with the wall. And down it came. Ce qu'on a ressenti était au-delà des mots. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. Ces événements étaient totalement inattendus. Tout s'est passé très vite. Le mur est tombé et tout a changé du jour au lendemain. Après ces 28 années de séparation, à cause du mur, les gens utilisaient constamment le mot dingue, parce que tout s'était passé si facilement. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Contrairement à ce qu'on a pu voir ailleurs, où l'État a voulu s'interposer, ici il ne s'est rien passé, parce que le système a implosé. Tout le monde a été pris au dépourvu. On pensait que le mur tiendrait encore pendant au moins 1 ou 2 générations. Half a mile away, the wall was breached in 2 places, this time officially, and East Berliners streamed across. The pace of change in this city is astonishing everyone. Ça a été un moment de grande euphorie, parce qu'on vivait des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Personne ne savait ce qui allait se passer dans les jours ou les années à venir. J'avais 15 ans quand le mur est tombé. Pour moi, c'était le bon moment. Mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'Ouest parce qu'on nous avait appris que ce côté-là était mauvais. C'était le mal incarné, le crime, les sans-abri, la drogue, les prostituées. C'était l'horreur. Ils m'ont confisqué mon passeport et il m'a fallu 4 jours avant de pouvoir y aller. C'était une période de bouleversement. Tout changeait très vite. J'étais en plein dedans et ça me plaisait. But the changes of the past months have set new trends which cannot now be reversed, offering new opportunities which will come with freedom of movement, with democracy, with closer links. D'un côté, on voyait de nouvelles possibilités. D'un autre, on se rendait compte qu'il y avait plein de nouveaux problèmes. La réunification offre à Berlin l'occasion de revoir son approche de l'aménagement urbain. Beaucoup d'immeubles modernes construits à la hâte après la Seconde Guerre mondiale ne remplissent plus leurs fonctions ou sont devenus inesthétiques. Les architectes et les ingénieurs désignés pour cette nouvelle phase de reconstruction et de rénovation assument leur mission avec une détermination renouvelée, mais aussi beaucoup de prudence. There's now a psychological Berlin Wall. Many in the East are still poorly paid and unemployment is high. Dans les années 90, après la chute du mur, le chômage dépassait les 20%. Vouloir réunir les deux parties de la ville représentait un immense défi, parce que tout avait été coupé en deux. Le réseau d'égouts comme tout le reste.
Le mobilier urbain, les routes, les câbles téléphoniques, l'électricité, les canalisations d'égouts, tout était complètement vétuste et devait absolument être remplacé. Mais dans l'immédiat, les autorités berlinoises n'ont pas de temps à consacrer au réaménagement de la ville. Il faut faire de la place pour des dizaines de nouveaux bâtiments gouvernementaux et les ambassades. Il fallait tenir compte du fait qu'un grand nombre d'institutions existaient en double. Il y avait 2 jardins zoologiques, il y avait aussi 2 réseaux de musées et d'institutions culturelles. Dans chaque secteur, on avait tout en double. Practically everything is a desert. There is nothing left. Le mur était tombé, mais on voyait encore très bien son ancien emplacement. Il passait à travers la ville, là où les bâtiments avaient été rasés pour qu'ils puissent être construits. C'était devenu le plus grand chantier de construction d'Europe. As the capital of a united Germany, Berlin is urgently building again, and on a scale the city has perhaps never known before. Il progressait à une vitesse incroyable. C'était malheureusement des immeubles banals et fades. Mais c'était très agréable d'aller sur place la nuit. Il y avait des hommes qui soudaient sous l'eau pendant toute la nuit. Et tous ces immenses plans d'eau étaient illuminés par leurs torches. C'était magnifique. Les terrains nus ont été très vite construits. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte. On ne sait plus où était l'ouest et où était l'est. Alors que de nombreux urbanistes et ingénieurs ont consacré leur énergie à la restauration et à la réunification de la ville, d'autres ont cherché à combler le fossé culturel hérité de la guerre. Ils ont créé des mémoriaux pour mettre en lumière les événements vécus par les Berlinois. Beaucoup de choses terribles ont eu lieu à Berlin. De nombreuses cicatrices sont toujours visibles. Les 2 côtés doivent être confrontés à ces événements traumatisants. Les victimes contre les criminels, ainsi que les générations qui suivront. Chez les Allemands, il y a cette idée très fortement ancrée qu'il ne faut pas oublier le passé, et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a des monuments vraiment impressionnants. Il y a l'immense mémorial de la Shoah et celui dédié au groupe ethnique rome, les Sintés. Mais pour moi, les plus beaux et les plus poignants sont ces minuscules plaques qui conservent la mémoire de ces événements. Il y avait un artiste dans les années 90, Günther Demning, qui a décidé de son propre chef de créer un projet artistique qu'il a baptisé Stolpersteine. Cela signifie pavé de la mémoire ou pierre d'achoppement. Il a fait des recherches sur l'histoire de la ville, surtout sur les alentours de Mitte, les grands quartiers juifs où les habitants ont été déportés et assassinés. Il a découvert où ces gens avaient vécu et ce qui leur était arrivé. Et pour chaque personne qu'il a pu identifier, il a créé une pierre. Chaque pierre est en laiton massif et à la même taille qu'un pavé. On trébuche littéralement sur ces pierres dans toute la ville. Ça vous saisit à chaque fois. C'est une petite piqûre de rappel. Pour moi, il est très important d'avoir ce genre de choses à Berlin. Il ne faut surtout pas oublier le passé. Il ne faut pas tout raser pour refaire du neuf. La réunification a eu lieu il y a 30 ans, mais elle a laissé beaucoup de traces. On le voit chez les habitants, mais aussi dans les bâtiments. Il reflète l'histoire d'une ville et ce qu'on peut voir à Berlin est unique. Il y a les sociodémocrates des années 20, les nazis des années 40, les communistes après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les capitalistes du côté ouest. Et toutes ces choses, toutes ces conceptions de l'architecture moderne sont présentes ici, à Berlin. Elles sont nettement plus variées que dans tout autre endroit du monde. Le bâtiment le plus symbolique de la réunification de Berlin est le Reichstag. Il abrite le siège du gouvernement allemand.
Le Reichstag est un musée vivant qui porte encore les cicatrices de plusieurs chapitres de l'histoire du pays. Il a été construit après la création de l'Empire allemand et presque entièrement détruit par un incendie en 1933. Hitler, now Chancellor, has announced that the fire was the work of communists and was intended to be the signal for a Bolshevist uprising throughout the country. L'incendie du Reichstag marque le début du régime nazi parce qu'il a servi d'excuse à Hitler pour obtenir les pleins pouvoirs et dissoudre le gouvernement. And the Reichstag, once set on fire by the Nazis themselves, had since been burnt and blasted by the bombs of the Allies. Ce bâtiment abandonné a subi de nouveaux dégâts durant la Seconde Guerre mondiale et il a été pris d'assaut par l'armée rouge pendant la bataille de Berlin. 8000 soldats soviétiques sont morts pour s'emparer de ce symbole. C'est aussi au-dessus du Reichstag que les soviétiques ont hissé leur drapeau. La photo de leur victoire, c'est le drapeau planté sur ce bâtiment. Après une restauration partielle dans les années 70, le Reichstag est devenu un musée. Mais après la réunification, il a retrouvé son rôle. Le fait que Berlin redevienne la capitale de l'Allemagne n'allait pas de soi. La question a même suscité un vif débat. Mais le réaménagement de la ville a été remis à plus tard. Il a d'abord fallu faire de la place pour des dizaines de nouveaux bâtiments gouvernementaux et d'ambassades. Quand le gouvernement s'est réinstallé à Berlin, il était clair que le bâtiment devait refléter l'histoire de la ville. En même temps, il devait incarner le symbole d'une société ouverte, d'une démocratie occidentale éclairée. We are a new generation, we are democracy, and I think it's a good place. Cette nouvelle Allemagne démocratique réunifiée devait être transparente. Cela a été interprété de manière littérale et tous les immeubles ont été construits avec des façades en verre. Symbole de la Renaissance, la coupole capte également la lumière du soleil grâce à un dispositif unique qui la réfléchit dans l'ensemble de l'enceinte. C'est un ajout remarquablement pratique et esthétique pour ce bâtiment qui retrouve une place de choix sur la ligne d'horizon. I believe that this building learns from the best qualities and characteristics of the original 19th century conception. But you go in there, it is totally of its time. C'est un grand symbole de l'histoire allemande et locale, mais c'est aussi l'un des bâtiments gouvernementaux les plus modernes. Quand les gens viennent ici, ils peuvent voir de près leur Parlement, ainsi qu'une coupole qui intègre des technologies innovantes en matière de gestion du climat et de l'énergie. En plus de ce dispositif solaire passif, la coupole est équipée d'un système de ventilation très efficace. Cette combinaison permet au Reichstag d'abaisser sa consommation énergétique de 57% par rapport à un bâtiment similaire. Les besoins énergétiques supplémentaires sont fournis par du biocarburant, ce qui réduit ses émissions de carbone de 94%. La technologie qui sous-tend cette initiative a permis au gouvernement de montrer l'exemple. Berlin s'est à présent engagé à devenir une ville plus écologique. After 7 years' work and £200 million spent, Norman Foster handed over a symbolic key to Wolfgang Thierse, the president of the German parliament. Par le passé, Berlin dépendait énormément du lignite pour sa production d'énergie.